Il y a quelque chose qui m'échappe, c'est qu'on nous répète à l'envi que l'édit de Nantes de 1598 a établi la paix religieuse en France grâce au grand bon roi Henri IV. Et pourtant, en 1621, cette guerre existe toujours et elle va durer encore 7 ans. Marie de Médicis, la reine-mère, était en exil à Blois et elle s'y ennuyait ferme, loin de la cour. Elle voudrait bien rentrer. Et finalement, Louis XIII le lui permit en 1619, car la reine-mère, c'est d'abord maman. Tout est oublié, mais sois sage cette fois. Or, la reine-mère, malgré tout, elle voudrait reprendre de l'ascendant sur son jeune fils, qui a à peine 20 ans à l'époque. Et pour cela, elle va se servir de son homme de confiance, qui s'appelle Armand-Jean Duplessis de Richelieu. Richelieu a été évêque de Luçon, qu'il a appelé l'évêché le plus crotté de France. Mais en réalité, c'était le résultat de la déshérence due aux guerres de religion. Il fut le premier évêque en France à appliquer les consignes du Concile de Trente, et notamment, il ouvrit un séminaire et il publia un catéchisme. Et en 1614, il fut porte-parole du clergé aux États généraux. On voit que c'est déjà la politique qui le taraudait. Et il finit par entrer au Conseil des ministres. En 1616, il devint secrétaire d'État aux affaires étrangères. Mais en 1616, c'est Concini qui est au pouvoir. Et Concini, comme vous le savez, a mal fini. Donc ça va mal aussi pour Richelieu. Comment se tirer de ce mauvais pas? En effet, Richelieu fut banni à la suite de cette affaire. Mais il eut la bonne idée, pour rentrer en grâce, de réconcilier la mère et le fils Louis XIII et Marie de Médicis, pour se faire ainsi deux amis bien placés. Si bien qu'il obtint en 1622 le chapeau de cardinal. Et en 1624, la reine-mère, Marie de Médicis, le fit entrer au conseil du roi, c'est-à-dire au conseil des ministres. Et 3 mois plus tard, Richelieu était chef de son conseil, c'est-à-dire premier ministre. Voilà un homme qui a de grandes ambitions. Il n'a pas seulement des ambitions, il a un programme, qu'il résume ainsi dans son testament politique. Ruiner le parti huguenot, rabaisser l'orgueil des grands, réduire tous les sujets en leur devoir, et relever le nom du roi auprès des nations étrangères au point où il devrait être. On pourrait appeler ça les 4 R. Le premier point du programme du cardinal de Richelieu, c'est de ruiner le parti huguenot. Et en 1627, justement, les huguenots du Midi avaient pris les armes. Ils avaient fait appel à l'Angleterre, dont le roi est à l'époque Jacques Ier, qui est l'ancien roi d'Écosse, sous le nom de Jacques VI, c'est le fils de Mike Stuart. Ça doit être un Stuart, il défend tout de même la religion anglicane et il soutient les protestants en France. Et Richelieu décida donc de prendre La Rochelle aux protestants. C'est par La Rochelle qu'ils reçoivent les secours anglais. C'était une place de sûreté, mais si l'on lit bien l'édit de Nantes de 1598, ces places de sûreté n'étaient accordées que pour 8 ans. Or, depuis le temps, La Rochelle se gouvernait pratiquement indépendamment du royaume. Et Richelieu vint en personne diriger le ciel, sans revêtir une brillante armure comme on le voit dans certains tableaux complètement fantaisistes du XIXe siècle. Le siège de La Rochelle n'est pas une chose facile, c'est un port, qui est approvisionné donc par la mer. Et puis il y a l'île de Ré qui est toute proche, qu'il faut assiéger aussi, qui est une base arrière très efficace. Il fallut donc construire une digue pour empêcher les secours anglais d'arriver, si bien que la ville finit par se rendre victime de la famine. Mais il n'y a pas que La Rochelle. La même année, le roi Louis XIII va faire le siège de Privas, qui sera un siège également difficile. C'est une ville puissamment fortifiée, mais à la surprise des Privadois, l'armée royale va réussir à hisser des canons en bronze, qui pèsent 800 kg, au sommet d'un escarpement et pouvoir ainsi bombarder la ville, qui devra donc capituler. Et Louis XIII fit aussi le siège de la ville d'Alès. Tout cela n'aboutit pas à l'extermination des protestants, ni même à l'interdiction du protestantisme en France. Tel n'est pas le but de Richelieu. Il veut ruiner le parti huguenot, c'est-à-dire supprimer l'aspect politique du protestantisme. C'est le même but qu'avec Catherine de Médicis. Si bien que c'est un édit de grâce qui est pris en 1629, l'édit d'Alès. Cet édit retire aux protestants le droit de tenir des synodes, c'est-à-dire des assemblées générales. Ils ne peuvent exister en tant que corps constitué. Mais ils conservent la liberté de culte ainsi que l'égalité civile. Le troisième point du programme de Richelieu, c'est de rabaisser l'orgueil des grands. Pas seulement leur orgueil, il s'agit de les priver de toute prérogative politique. La source de tout pouvoir politique, selon Richelieu, c'est le roi lui-même. Si bien que tous ceux qui s'opposent à la politique du roi, c'est-à-dire en fait à la politique de Richelieu, seront considérés comme des traîtres. En réalité, ce sont simplement des opposants. Et ces opposants vont être soutenus par les 2 reines, la reine-mère, Marie de Médicis, et la reine Anne d'Autriche, qui est une Habsbourg, ainsi que par le frère du roi, le duc d'Orléans, qui s'appelle Gaston de son prénom, et qui est jusqu'en 1638 l'héritier présomptif du trône. Car Louis XIII mettra 24 ans à avoir des enfants. 1638, c'est la naissance du dauphin, le futur Louis XIV. Et la haute noblesse réclame d'abord, comme de coutume, le partage du pouvoir. Et d'autre part, elle conteste la politique du cardinal, qui est de soutenir les protestants pour lutter contre les Habsbourg.
Son but, c'est d'atteindre des frontières naturelles. C'est lui qui est l'inventeur de cette théorie des frontières naturelles. Mais en réalité, qu'on étende les frontières vers le nord, vers l'est ou vers le sud, on a toujours les Habsbourg pour voisins. C'est donc en fait une entreprise qui n'a pas de fin et qui mène à des guerres perpétuelles. Et qui conduit le roi de France à s'allier constamment avec les protestants pour semer le désordre à l'intérieur du Saint-Empire romain. Et c'est là le point que contestent la reine-mère, le duc d'Orléans et beaucoup d'autres. Ceux qui s'opposent à Richelieu ne sont pas des conspirateurs qui cherchent à changer de roi ou de dynastie ou de religion, ils cherchent simplement à changer de politique. Et en 1630, la reine-mère croit qu'elle est parvenue à ses fins. Elle a finalement convaincu Louis XIII de changer de Premier ministre, et c'est le duc de la Vieuville qui préside le conseil. Mais le jour où le conseil se réunit, qui apparaît par la petite porte? Le cardinal de Richelieu. Louis XIII s'est ravisé, il a beau détester le cardinal, c'est lui qu'il veut pour mener la politique du royaume. C'est ce qu'on appelle la journée des dupes, et la dupe numéro 1, c'est la reine-mère. Encore elle. Quand on pense que c'est elle qui a fait entrer Richelieu au conseil, on peut dire qu'elle s'est fait bien rouler dans la farine. À la suite de cette journée des dupes, la reine-mère sera d'ailleurs exilée, elle vivra à l'étranger, de pays en pays, et elle finira ses jours à Cologne en 1642. Mais tout le monde ne finit pas de manière aussi heureuse. Le maréchal de Marillac, qui avait soutenu les projets de la reine-mère, se voit jugé et condamné à mort et exécuté. C'est en 1632. En 1632, ce sera le tour du duc de Montmorency d'être exécuté, car il avait tenté de soulever le Languedoc. Et à la suite de cette tentative, le duc d'Orléans se réfugiera à Bruxelles, au sein du Saint-Empire romain. Il y aura encore une conspiration, comme on dit, celle de Cinq-Mars. Le marquis de Cinq-Mars, grand veneur, était l'intime de Louis XIII. Et il fut accusé de comploter parce qu'il correspondait avec l'Espagne. Pourquoi correspond-il avec l'Espagne? Parce que l'Espagne, ce sont les Habsbourg, ce sont les champions du catholicisme, et donc quand on veut rompre avec une politique favorable aux protestants, on se tourne vers les Habsbourg. Mais cela fut considéré comme une trahison, et il fut exécuté à l'âge de 24 ans. Il mourut avec beaucoup de grâce et de dignité, mais il mourut tout de même.